Bonjour à tous, merci d'être venus à ces journées portes ouvertes virtuelles. C'est un exercice un peu nouveau pour nous. D'habitude, on aurait préféré vous accueillir dans nos locaux, mais la situation étant ce qu'elle est, on espère qu'aujourd'hui, vous aurez quand même une petite idée de l'écosystème de l'ESPCI. Donc, je vais vous partager une petite présentation, d'abord pour vous donner un petit aperçu de l'ESPCI globalement, et après, vous aurez une série de témoignages de personnes qui sont impliquées dans l'ESPCI ou qui l'ont été, qui vous donneront un petit peu leur impression. Alors, voilà la présentation. Alors, l'écosystème de l'ESPCI. Donc, l'ESPCI est vraiment centré autour de la synergie entre éducation, sciences et innovation. Là, c'est écrit en anglais, mais la formation et les trois sont très fortement imbriqués. C'est une tradition qui existe depuis longtemps. Donc, le SPCI existe depuis 150 ans environ, un peu moins. Et nous avons eu dans le passé des illustres inventeurs, créateurs. Alors, bien sûr, les Pierre et Marie Curie, que la plupart des gens connaissent au début du XXe siècle, mais après également leurs fils, qui ont tous travaillé sur la radioactivité. Paul Langevin, un des pères fondateurs de la physique statistique dans les années 30. Et plus récemment, Pierre-Gilles de Gennes, qui a travaillé sur une multitude de sujets qui ont à voir avec les matériaux mous, la matière molle, les polymères. Et Georges Charpak, qui a travaillé sur la physique nucléaire. Alors, le SPCI est d'abord une école d'ingénieurs de la ville de Paris, c'est une école municipale qui forme une centaine d'ingénieurs qu'on aime bien appeler ingénieurs d'innovation, qu'on forme pour répondre aux défis de la société de demain. Alors, quelques précisions. D'abord, notre formation est très interdisciplinaire avec la physique, la chimie et la biologie. Elle fait se côtoyer également sciences fondamentales, formation de base de haut niveau, avec les applications. Donc les élèves sont tout de suite exposés également aux applications de la science. Et 70% de nos étudiants continuent en thèse, pas forcément sur place, mais ils continuent vers une formation avancée destinée à la recherche et développement. La recherche de l'ESPCI est une recherche de niveau mondial, une dizaine d'unités de recherche. Il y a environ 530 chercheurs sur le campus. Si vous comparez ça au nombre d'étudiants, c'est quand même beaucoup. Et on publie environ 500 articles par an. L'école est très visible au niveau international en tant que centre de recherche. Elle fait partie aussi maintenant de l'université PSL, qui est une université qui regroupe un certain nombre de grandes écoles parisiennes et qui a un total de 17 000 étudiants. Donc là, on a changé de taille, une taille critique beaucoup plus importante et aussi un nombre d'enseignants-chercheurs beaucoup plus important. On a environ 5 000 enseignants-chercheurs. Ça offre des possibilités supplémentaires de formation croisée, de synergie, de collaboration au niveau recherche et ça donne quand même une visibilité qui devient comparable aux plus grandes universités mondiales. Donc le SPCI est un des membres fondateurs de l'université PSL et membre très actif qui nous donne de nouveau beaucoup d'avantages. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans les détails de la recherche, je vous ai dit que le SPCI travaillait en chimie, physique et biologie. Donc là, sa recherche est répartie en laboratoires, qui sont des unités mixtes avec le CNRS. Le CNRS est très présent à l'ESPCI. Ça représente à peu près 40% du personnel de recherche qui travaille sur le site. Et les laboratoires de physique travaillent beaucoup sur la physique des ondes, sur la physique macroscopique, et il y a aussi une activité en physique du solide, physique statistique. La biologie a un laboratoire important sur la plasticité du cerveau, les neurosciences, et du côté de la chimie, il y a de la chimie plus à l'interface vers la physique, de la chimie des matériaux, et aussi de la chimie axée plutôt vers le médical, la pharma. Et j'aimerais mentionner aussi le laboratoire de physique pour la médecine, qui est à l'interface ici vraiment entre la physique et les sciences de la vie, et qui utilise des techniques sophistiquées de physique pour des problèmes
qui sont d'intérêt pour le monde médical, en particulier les ultrasons, l'optique avancée. Donc, c'est quelque chose qu'il fait également à l'Institut Langevin. Donc, ces projets interdisciplinaires de haut niveau sont vraiment au cœur de l'écosystème de l'ESPCI. La formation reste très pointue et les applications sont des applications qui mettent en valeur ce type de formation et ce côté très pointu. Alors, je vais vous parler ici aussi d'innovation. L'innovation est liée avec l'industrie, donc comment valoriser finalement la créativité des chercheurs. Et cette créativité, elle se manifeste, alors bien sûr aussi par la science de haut niveau, mais par la création d'entreprises. Donc le SPCI a également un incubateur, donc Manon Pommier va en parler un petit peu plus, qui a été labellisé en 2014, donc qui accueille un certain nombre de startups. Il y a eu 24 jeunes pousses qui ont été accueillis depuis sa création. L'incubateur est sur le site de l'ESPCI et géré par l'ESPCI qui décide aussi quelles startups peuvent s'y installer. On a aussi des relations importantes avec l'industrie au sens grand groupe, des chaires d'enseignement et de recherche qui regroupent des activités collaboratives plus collectives entre le SPCI et les grands groupes que vous voyez là. Il y a beaucoup de collaborations individuelles également entre nos chercheurs et les entreprises. Et l'entreprise finance à peu près 25% des travaux de recherche de l'école. On a également au niveau des élèves des liens importants avec l'entreprise, puisque nos élèves vont en grande majorité aller vers les entreprises, vers la recherche et développement des entreprises. Donc, on a par exemple des promotions qui sont parrainées par des entreprises. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas parler trop longtemps. Le but, c'est de faire une petite introduction. Vous allez avoir des témoignages de personnes qui sont liées à l'écosystème SPCI. Alors d'abord, vous allez entendre Manon Pommier, qui est la manager de PCUP, qui vous parlera justement de l'incubateur. Édouard Duliège, qui lui est un cofondateur d'une start-up incubée à PCUP et qui était à l'ESPCI avant. Et Anna Benjador, qui elle est actuellement doctorante au laboratoire de physique pour la médecine, qui est un des laboratoires très innovants en termes d'application vers le monde de la santé. Et finalement, Emmanuel Faure, qui est professeur à l'ESPCI et qui va vous parler un petit peu plus peut-être de formation et de comment cette innovation et cette culture de la créativité est insérée dans la formation de l'ESPCI. Donc je vais pas parler plus longtemps et je vais peut-être céder la parole directement à Manon qui va commencer le premier témoignage. Voilà. Merci Constantino. Alors effectivement, comme Constantino vient de vous l'expliquer, à l'ESPCI, il y a quand même beaucoup de composantes qui font la culture entrepreneuriale de l'école. Donc bien évidemment, l'aspect innovation qui a bien été mis en valeur par Constantino, le lien avec l'industrie également, puisque beaucoup de recherches à l'ESPCI sont développées dans le but d'une application pour l'industrie, donc qui est vraiment une implication dans la vie quotidienne. Il y a également le goût du risque, puisque à l'ESPCI, les chercheurs ont la liberté de faire leurs recherches sur n'importe quel sujet. Voilà. Donc, c'est vraiment une grande liberté. Je veux bien que tu reviennes en arrière, Constantino. Merci. L'excellence, bien sûr, de sa recherche, parce que le SPCI attire de grands chercheurs, et puis la liberté dans la recherche également, qui fait que le SPCI a une forte culture entrepreneuriale depuis sa création. Notre mission, effectivement, c'est de créer et d'accompagner. Je veux bien que tu passes la slide, Constantino. Voilà, donc rapidement, du coup, la mission de l'incubateur et notre ambition sur les prochaines années. Donc, notre mission, c'est de faciliter la création d'entreprises Deep Tech. Donc, la Deep Tech, c'est bien évidemment toutes les innovations qui sortent des laboratoires. Et ce sont donc des entreprises Deep Tech, ce sont des entreprises qui portent des innovations de rupture. Et tout ça, on va essayer de faire ça en apportant aux entrepreneurs un soutien grâce aux compétences uniques de l'ESPCI. Comme je vous l'ai expliqué,
grâce à sa culture entrepreneuriale. Et donc, pour atteindre cette mission, notre ambition, c'est de créer un parcours cohérent pour les chercheurs entrepreneurs. Quelques chiffres rapidement sur l'incubateur. Donc, 24 startups créées depuis sa création. Et ces startups ont créé 265 emplois, ce qui n'est pas rien, puisque tout ça, c'est bien sûr dans le bassin de l'emploi parisien. Il y a 24% des stagiaires qui sont issus de l'ESPCI dans nos startups. Donc ça, c'est très important aussi à noter. C'est que depuis la création de l'incubateur, on fait beaucoup d'actions pour que nos entreprises, nos startups puissent avoir accès au vivier de recrutement et de stagiaires de l'ESPCI. Donc c'est un chiffre qui est en constante augmentation. L'année dernière, on était à un peu moins de 20%. Et elles ont également levé des financements à hauteur de 93 millions d'euros, donc soit des subventions publiques, soit des investissements auprès d'investisseurs. Et je veux bien la slide suivante, s'il te plaît, Constantino. Peut-être que Constantino n'est plus là. Alors, je vais prendre... Hop. Voilà, donc on a 2 programmes, merci. On a 2 programmes pour effectivement accompagner nos entrepreneurs. On n'est pas un incubateur, j'ai oublié de le préciser dans mes slides, mais on n'est pas un incubateur exclusif ESPCI, c'est-à-dire qu'on accueille des startups d'autres institutions, de l'Institut Curie, de l'ENS, de Polytechnique. Ça nous arrive d'avoir des startups de Polytechnique. Et donc, on met à leur disposition 2 programmes. Donc, le programme START, qui est le programme de pré-incubation. Donc, la startup n'est pas encore créée. La grosse différence avec le programme Boost, le programme d'incubation, c'est que dans le programme de pré-incubation, il y a un bootcamp d'une semaine sur les essentiels de l'entrepreneuriat. On donne accès également à nos entrepreneurs sur les 2 programmes à une plateforme technologique, donc à la fois une plateforme technologique d'un institut de recherche qui s'appelle l'Institut Pierre-Gilles de Gênes, mais aussi aux équipements de scientifiques de l'école. Et dans le programme Boost, la particularité pour le coup, c'est qu'on donne accès à des locaux dédiés à la startup dans lesquels ils peuvent développer leurs activités de recherche, ce qui sur Paris intramuros, c'est quand même assez rare comme offre. On a l'avantage d'être une petite structure et du coup d'avoir vraiment une proximité très grande avec nos startups. Édouard vous en parlera probablement un peu plus tout à l'heure, mais voilà, c'est une grande force de l'incubateur d'avoir peu d'incubés et du coup de vraiment très très proche d'eux et d'avoir un accompagnement vraiment personnalisé. Alors, je veux bien la slide suivante, s'il te plaît. Alors effectivement, qu'est-ce qu'on fait, nous, incubateurs à l'ESPCI, en lien avec le PC1, avec les étudiants de l'école? Et ben, dans un premier temps, comme l'a expliqué Constantino, on fait partie de l'université PSL, et PSL a un service qui s'appelle PSL Pépites. Donc c'est une structure qui permet de délivrer le statut étudiant-entrepreneur, qui vous permet du coup de coupler vos études avec la création d'une start-up durant votre cursus à l'ESPCI. Il y a un accompagnement bien évidemment par le pôle entrepreneuriat étudiant de PSL qui inclut, et un programme PSL Starter qui inclut voilà, des hackathons, des rencontres avec d'autres entrepreneurs. Donc voilà, un des avantages dont parlait Constantino de faire partie de l'université de PSL, c'est d'avoir cette structure, le PSL Lab, qui est un lieu aussi, donc comme on le voit sur la photo. Et puis, au cours de l'année, on va mettre en place, avec la direction de la communication de l'ESPCI, plusieurs événements dédiés aux étudiants. Donc, il y a PC Updating, donc, qui est un événement de rencontre entre start-up et étudiants de l'ESPCI pour des stages de la première à la 3A. Et pour la 4A également, bien sûr, il y a des stages, mais c'est souvent un petit peu plus compliqué. Mais sur la 4e année, ça peut être aussi des offres d'emploi si vous ne partez pas en thèse derrière votre 4e année. Il y a le PSL Hack également qui est co-organisé avec PSL. Là, il s'agit plutôt d'un hackathon. Donc pendant une semaine dédiée à cet événement, vous allez vous mettre dans la peau d'un entrepreneur et vraiment construire un business model. Et on va vous donner également les premières bases de l'entrepreneuriat. Et puis, à l'ESPCI, on a l'objectif pour l'été 2021 de mettre en place la première Summer School entrepreneuriat pour les
pour les étudiants de l'école. Voilà, dans lequel on vous donnera on rentrera un peu plus dans le détail de ce qui a pu être fait sur le PCL Hack. Voilà, tout ça en concertation avec la direction des études pour vraiment vous apporter une plus-value. Enfin, c'est un événement qu'on veut co-construire avec les étudiants de l'école pour que ça réponde vraiment à vos besoins. Voilà, j'ai fait le tour de ma présentation. Donc, je laisse la parole à Edouard. Manon, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Edouard Dulier, je suis un des cofondateurs de Capcera. Et avant de fonder Capcera, j'ai fait une thèse et puis encore avant ça, j'étais étudiant à l'ESPCI. J'ai fait partie de la 127e promotion. Et ce qui m'a attiré, comme probablement beaucoup d'entre vous, c'est le focus très science de l'ESPCI que Constantino a montré précédemment. Alors, il y a autre chose qui m'a attiré à l'ESPCI, c'est le côté multidisciplinarité, à savoir les travaux à l'interface entre la physique, la chimie, la biologie, etc. Et puis au cours de mon cursus, je me suis rendu compte qu'une deuxième chose qui était extrêmement intéressante à l'ESPCI, c'est la proximité avec les labos. Il y a un nombre de chercheurs très important sur le site, comme ça a été mentionné précédemment. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que s'il y a un domaine qui vous intéresse, on peut très bien aller voir le prof et puis dire ok voilà, est-ce que je peux passer une demi-journée, une journée dans un labo, et puis là du coup on rencontre des doctorants, des doctorantes comme Anna, des postdocs, et puis on est capable de voir ce qui se fait à la pointe de la recherche et d'avoir une interaction très intéressante avec les gens qui font cette recherche. Et puis ça, du coup, ça motive pour en faire. Comme 70% de mes camarades de promotion, j'ai fait une thèse. Alors que j'ai voulu plutôt proche de l'application que du fondamental, c'était un attrait personnel. Et puis j'ai aussi voulu faire cette thèse en collaboration avec une entreprise, ce qu'on appelle une thèse CIFRE, qui était une start-up que j'avais rencontrée plus tôt dans ma scolarité. Anna pourra vous en parler plus en détail. La thèse, c'est une excellente formation. C'est pas évident tous les jours, mais on apprend énormément de choses et c'est très structurant comme formation et comme période. L'avantage de le faire à l'ESPCI, et ça c'est vraiment une conviction personnelle, moi je suis convaincu que l'innovation, elle se fait à l'interface entre plusieurs disciplines. Et donc le faire à l'ESPCI dans un contexte très multidisciplinaire, avec des labos de domaines très différents sur le même campus, ça ne peut que favoriser l'émergence d'innovation et de travaux passionnants. Et donc, à la fin de ma thèse, le patron du laboratoire avec qui j'étais m'a dit, écoute, si tu veux, là, on sent quelque chose d'intéressant à faire. Tu restes en postdoc, tu fais 6 mois de preuve de concept. Si ça marche bien, on crée la boîte. Et puis, si ça ne marche pas, on sera convaincu que c'est pas la peine. Et donc ça a mené à la fondation de Capcera en 2018, qui est incubée dans l'incubateur dont Manon vous a parlé juste avant. Donc, pourquoi est-ce que c'est intéressant pour Capcera d'être incubé à l'ESPCI? D'abord parce qu'on garde la proximité avec les labos. Et donc, ça nous permet d'une part de faire très facilement des collaborations. Typiquement, on veut une collaboration avec des sciences analytiques. Ben, je vais voir ma prof de sciences analytiques que je connais très bien. Je monte un étage. Valérie, salut, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est extraordinairement simple. Et puis, être entouré de tous ces gens brillants, ça nous nourrit beaucoup dans nos réflexions, dans nos échanges, dans la manière dont on construit le projet. Et puis il y a une deuxième chose qui est intéressante, c'est que moi c'est un lieu très central et pour la faire un peu humoristiquement, c'est quand même plus simple de rencontrer des gens, des clients potentiels, des investisseurs quand on est dans Paris dans le 5e qu'au fond du Morvan. Même si le Morvan est une très belle région. Et puis il y a une troisième chose qui est aussi pas du tout négligée dans ce choix-là, c'est que le contexte est très agréable. Vous sortez de l'ESPCI, vous êtes dans le 5e, il y a des bons restos partout, et il y a plein de coins sympas où on peut passer des bons moments. Et c'est aussi pas négligeable du tout hein, comme argument pour choisir l'ESPCI, soit comme formation initiale, disons, soit plus tard pour une thèse ou pour une start-up. Et puis il y a enfin un aspect très important de pourquoi est-ce que c'est important d'être à l'ESPCI, c'est que l'incubateur est très proche des startups, comme l'a mentionné Manon, et du coup ça permet d'avoir un accompagnement très personnalisé. Quand on a des demandes spécifiques, on est très vite capable d'avoir un retour et puis des choses qui sont mises en place. Constantino, s'il te plaît, si tu peux passer à la slide suivante. Je vais parler du coup un peu plus en détail de Capcera et de quelque chose qui est
des envies qui montent chez les étudiants. Oh, pardon, juste avant du coup. Merci. Des envies qui montent chez les étudiants qui sont le fait de pas seulement faire de la science, mais faire de la science pour avoir un impact. Et il se trouve que Capcera est justement à l'intersection de ces deux envies. D'une part parce que on tire parti d'une techno microfluidique qui a été développée pendant une dizaine d'années dans le laboratoire de Jérôme Bibette, on est capable de faire des objets qui sont uniques, hein, avec une capsule avec une très fine membrane, des propriétés très intéressantes. Et cette techno-là, on l'applique à un domaine qui est crucial à plusieurs titres, à la fois pour la société, pour les gens, pour l'environnement, qui est l'agriculture durable. Essentiellement, je la fais très courte, hein. Essentiellement, on se rend compte que le modèle agrochimique sur lequel repose l'agriculture jusqu'à maintenant n'est plus tenable. Il faut changer de pratique, il faut changer de modèle. Et ça implique en partie arrêter d'utiliser des intrants, donc des pesticides, des engrais chimiques, et de passer sur des produits qui sont biodégradables. Et ça, c'est des choses qui existent sur le marché, hein. C'est des bactéries, des champignons, des extraits naturels, mais qui ne sont pas très efficaces, pas très performantes, parce que pas très stables, pas très bien adaptés. Comme les principes actifs de ces produits sont naturels, on ne peut pas les modifier. Et donc, le seul levier qu'on a, c'est la formulation. Donc, c'est tout ce qui va autour du principe actif pour améliorer sa stabilité, ses performances. Et c'est exactement ce qu'on fait avec les capsules qui ont été développées à l'ESPCI. C'est pouvoir apporter stabilité et performance à ces actifs-là. Et donc, on a pour ambition d'avoir un impact fort sur l'agriculture durable, et ce, en collaboration très forte avec des instituts de l'ESPCI, d'une part parce que c'est à l'ESPCI que la techno a été fondée, et puis parce qu'on la développe au quotidien chez eux et en collaboration avec des laboratoires. Voilà, j'ai volontairement écourté la présentation pour laisser plus de temps d'une part à Anna et puis d'autre part aux questions qui vont venir ensuite. Je vous remercie. Merci Edouard. Alors aujourd'hui, moi je témoigne donc à plusieurs titres, en tant que doctorante actuellement à l'ESPCI, donc dans l'équipe Physics for Medicine, mais aussi en tant qu'élève ingénieur de l'ESPCI que j'ai intégré en 2013. Je fais donc partie de la promotion 132. Et en fait, la formation à l'ESPCI, moi, c'était l'école que je souhaitais intégrer après la prépa. Donc je le savais déjà parce que c'est une école où on fait beaucoup de sciences et c'est ce qui m'intéressait dans les écoles d'ingénieurs, c'est ce que je recherchais. Et en fait, cette formation m'a permis de découvrir la recherche. Vous l'avez entendu un petit peu plus tôt, 70% des élèves environ de l'école réalisent une thèse après leur cursus. Lorsque je suis rentrée à l'ESPCI, je voulais faire des sciences, mais a priori pas une thèse. Et on peut voir aujourd'hui sur mon parcours que vraiment, ça m'a donné envie et donné le goût des sciences, et en particulier de la physique, cette expérience. Et au cours de notre formation, en fait, c'est une formation donc, par la recherche, puisqu'on a des cours fondamentaux, mais aussi beaucoup de travaux pratiques. Et on a la chance d'avoir également des sessions dans l'année de stages et d'expériences, moi que j'ai eu la chance de réaliser à l'étranger, et qui nous donnent aussi le goût de la recherche vraiment sur le terrain. Et dans les 3 expériences, donc mon stage industriel, je l'ai réalisé dans un laboratoire de recherche d'IBM en Californie. Et j'ai travaillé sur vraiment de la science fondamentale, donc en matière condensée, pour faire simple. J'ai développé et analysé des nouveaux matériaux pour utiliser par exemple dans les disques durs et pour dépasser les propriétés actuelles des matériaux utilisés pour construire des ordinateurs. Et c'était une expérience absolument passionnante. Mais je rebondis sur ce que disait Edouard tout à l'heure. On a à cœur, je pense, de plus en plus les promotions récentes, d'avoir un réel impact lorsque l'on fait de la science. Et si scientifiquement, c'était vraiment une expérience incroyable, la chose qui m'a manqué, c'était l'impact derrière, puisqu'on est à peut-être au moins une vingtaine d'années d'avance sur ce qui sera développé. Et donc, en stage de 3e année, qui est un stage de recherche, j'ai choisi de m'orienter plutôt vers la physique des ondes, où là, je voyais un impact beaucoup plus rapide, notamment en imagerie optique ou acoustique. Et c'est ainsi qu'à l'université d'Harvard, je me suis un peu familiarisée avec tout ce qui était ultrasons, etc. Et ça m'a donné vraiment l'envie de continuer dans la recherche et de faire de la recherche. Et à l'ESPCI, on nous donne l'opportunité en 4e année de faire un double diplôme ou un master, une spécialisation. Et moi, cette 4e année, comme je savais déjà que j'allais faire une thèse, j'ai voulu la voir comme une année d'ouverture. Et je suis allée faire mon double diplôme à l'école des mines de Paris, où j'ai choisi des matières, donc c'est une école d'ingénieurs un petit peu plus généraliste, avec des matières
plus proche du management, du droit, de la comptabilité, dans le tronc commun qu'à l'ESPCI. Mais par contre, il y a aussi un choix quasiment entièrement à la carte de matières scientifiques. Et donc, si certains s'orientent plutôt vers la finance, aux mines, moi, j'ai choisi de m'orienter vers des matières que je n'avais pas forcément pu approfondir à l'ESPCI. Donc, ça allait de la physique nucléaire à la cryptographie, en passant par des mathématiques un peu plus avancées que ce que j'avais pu voir à l'école. Et donc, ça a vraiment renforcé ma formation scientifique. Et ça m'a permis, en fait, d'avoir un bagage assez solide lorsque je me suis mise à rechercher une thèse. Et justement, cette thèse, j'ai voulu la faire, j'avais à peu près aucun doute, au sein de l'ESPCI. Alors, comment est-ce que je suis arrivée dans le laboratoire Physics for Medicine? Eh bien, tout simplement, j'ai rencontré des chercheurs de l'école, j'en ai rencontré plusieurs, si je me souviens bien, 4-5, et ils m'ont présenté leurs recherches, ils m'ont présenté ce qu'ils souhaitaient faire dans les années qui arrivaient, etc. Et ils m'ont permis de voir à quoi pouvait ressembler une thèse chez eux. Alors, du fait de mon parcours un peu particulier, c'est assez rare. En général, on fait un premier stage de recherche dans le laboratoire avant de l'intégrer. Moi, en termes d'emploi du temps, je n'avais pas vraiment cette latitude-là. Donc, il s'agissait de commencer ma thèse au jour 1 dans ce laboratoire-là. Donc, c'est vrai que j'ai choisi vraiment le meilleur conseil qu'on m'ait donné, ça a été de choisir davantage une équipe et un directeur de thèse qu'un sujet. Et c'est le pari que j'ai fait. Et aujourd'hui, j'ai absolument aucun regret. Donc, je viens très récemment de soutenir ma thèse. Et j'ai travaillé donc avec Michael Tanter sur de la physique fondamentale en imagerie ultrasonore. Et on a cherché donc, à proposer des nouvelles manières de traiter les données que l'on récupère lorsque l'on pose une sonde sur le corps humain, sur l'organisme. Ces signaux, on a cherché comment les traiter pour s'affranchir des différentes barrières. L'exemple le plus simple que je pourrais donner, c'est à travers le crâne. On n'arrive pas aujourd'hui à faire une échographie de qualité, puisque l'os, à l'intérieur, il va y avoir des réverbérations, il va y avoir des réflexions. En tout cas, ce qui se passe dans cette couche est particulièrement complexe à comprendre. Et nous avons essayé de proposer une méthode de formation d'image au-delà de cette couche pour s'affranchir de toutes ces déformations. Et pour l'instant, les résultats sont déjà assez prometteurs. Donc c'était vraiment une expérience formidable parce que, en 3 ans, moi, j'ai fait beaucoup de physique fondamentale, c'est-à-dire un papier, un crayon ou mon ordinateur pour faire des codes. Et en fait, on a vraiment découvert une nouvelle approche de former des images ultrasonores. Et le plus gratifiant, je dirais, dans toute cette thèse, c'est de voir ce dont je me suis rendu compte il y a quelques semaines seulement, qu'il y a déjà d'autres équipes à l'étranger qui sont en train de mettre en place nos méthodes, en train de les utiliser pour leur application à eux. Et donc, ça montre que l'impact véritable qu'on peut avoir. Et donc, comme je le disais au tout début, là, on a fait de la science et on voit très rapidement l'impact. Mais pour autant, on était sur la science tout à fait fondamentale. Donc, c'est un peu ça qui est intéressant et c'est assez propre en fait au domaine de l'imagerie médicale ou en général de la physique pour la médecine. C'est que l'application, elle est très proche derrière. Donc, voilà. C'était vraiment 3 années particulièrement enrichissantes de formation par la recherche. Et la thèse, pour moi, ça a été une vraie occasion de compléter ma formation. Et d'ailleurs, je vais poursuivre à compléter encore un petit peu ma formation en partant là en début d'année prochaine en postdoctorat aux États-Unis, où je vais travailler sur un peu d'autres méthodes d'imagerie en mélangeant l'optique et les ultrasons. Mais voilà. Donc, tout ça pour dire que je pense que je suis un pur produit SPCI de l'école à la thèse. Et finalement, ça a été une succession de choix et de chances qui m'ont plutôt porté jusqu'ici. Donc voilà, je ne peux que le recommander. Et je laisse la parole maintenant à Emmanuel Faure. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Voilà. Merci, c'est bon. Donc, merci Anna. Je vais aller un peu dans le même sens, c'est-à-dire, donc moi je suis professeur donc, à l'ESPCI sur une chaire AXA. Alors, donc tout d'abord, je vais vous parler plutôt de mon statut d'enseignant-chercheur à l'ESPCI. Donc, j'appartiens à un institut qui s'appelle l'Institut Langevin. L'Institut Langevin, là aussi, c'est un institut typiquement SPCI, c'est-à-dire que sa philosophie, c'est de faire de la recherche fondamentale
pour faire des applications qui sont en rupture avec ce qui existe déjà. Et donc, l'idée de faire une recherche fondamentale au plus haut niveau pour finalement, à la fin, avoir des applications qui sont complètement nouvelles et des produits qui sont complètement nouveaux, ça, c'est, je pense, une des spécificités de l'ESPCI. Donc, ça veut dire concrètement que beaucoup de startups sont issues de l'Institut. Donc, des startups, donc l'Institut a pour sujet principal d'étudier les ondes et les images. Alors, c'est tout type d'ondes. Ça peut être des ondes donc, optiques, des ondes électromagnétiques plutôt dans le domaine des télécommunications, des hyperfréquences. C'est également des ondes acoustiques ou des ondes à la surface de l'eau, donc des vagues. Et en fait, tous ces types d'ondes ont en commun une même, disons, une même théorie derrière, théorie ondulatoire. Et donc, on peut trouver des applications ou trouver des modes d'utilisation des ondes dans un des domaines, par exemple en optique, et le replacer en acoustique, par exemple. Et donc, c'est tout à fait original comme manière transverse d'aborder un sujet. Et donc, la conséquence, c'est qu'il y a beaucoup de startups qui ont vu le jour dans les différents domaines qui sont étudiés à l'Institut. Donc, des startups qui vont, comme le disait Anna, parce que le labo d'où elle est issue provient initialement de l'Institut Langevin. Donc, ça crée des nouveaux labos, on peut dire. Donc, ça peut être de l'acoustique, donc des nouveaux échographes, des systèmes pour mesurer, par exemple, la rigidité du foie, pour étudier le cancer du foie. Ça peut être également en optique. Alors, en optique, il y a des startups qui font ce qu'on appelle de la biopsie virtuelle, c'est-à-dire qu'ils vont arriver à regarder les cellules jusqu'à à peu près 1 millimètre à l'intérieur des tissus, avec donc une résolution qui est très très bonne, où on voit vraiment les cellules, à l'échelle de la cellule. Et donc ça permet donc d'observer que ce soit la rétine ou une biopsie pendant une opération sans avoir à extraire à faire une vraie biopsie. Voilà, ça c'est un autre exemple. Dans les hyperfréquences, dans les télécommunications, il y a des systèmes qui ont été mis au point qui sont à la base de la 5G, par exemple, de focalisation sur une source. Donc, vous savez, quand vous avez votre téléphone et qu'il manque des barres pour faire la communication, et bien, en fait, il suffirait, en théorie, de focaliser les ondes qui nous entourent sur votre téléphone pour augmenter ce nombre cette connexion. Et donc, c'est une start-up de l'Institut qui fait ce genre de choses. Donc, vous voyez, ça vous montre un peu la diversité des activités à l'Institut. Alors, pour revenir à mon cas particulier sur la chaire AXA, donc la chaire AXA, c'est aussi typiquement une association qui va très bien avec le SPCI, c'est-à-dire que AXA est une compagnie d'assurance qui n'a pas en fait en interne des systèmes de recherche, donc une structure de recherche à long terme. Donc, pour voir l'avenir un peu plus loin qu'à quelques années, et pour voir ce qui va se passer dans un avenir plus lointain, ce qu'elle fait, c'est qu'elle crée des chaires ou également elle finance elle a un fonds de recherche donc, qui va financer des thèses ou des post-doctorats. Et ici, entre autres, donc, l'idée, c'était qu'elle était intéressée par regarder, d'avoir une expertise en imagerie biomédicale, ce que je fais dans le cadre de mes recherches. Et donc, on s'est associé en partenariat et elle a créé cette chaire dans ce domaine-là. Donc, mon activité de recherche, c'est justement, donc il y a de l'activité assez appliquée, par exemple, justement à l'imagerie donc optique pour le biomédical. Par exemple, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la microscopie qu'on dit super résolue, c'est-à-dire qu'on arrive à les détecter aujourd'hui avec des microscopes. On arrive à aller voir les molécules, à l'échelle moléculaire dans les cellules, et donc à regarder les mécanismes cellulaires et finalement les cellules fonctionner et donc le vivant se dérouler devant nos yeux. Avec des techniques d'optique de fluorescence.
Et en particulier, donc, ces techniques qui ont émergé il y a quelques années, on a développé de nouvelles approches, justement. Par exemple, vous voyez, pour vous montrer, on va jusqu'au bout. On a créé une start-up qui aujourd'hui s'appelle Abelite, qui aujourd'hui a plus d'une vingtaine d'employés et qui vend dans le monde entier ces nouveaux systèmes. J'ai aussi une activité plus fondamentale en parallèle sur des ondes hydrodynamiques. Donc, parce que les ondes, les vagues à la surface de l'eau, quand on parle d'ondes, c'est là qu'on voit vraiment comment se comporte une onde. Et donc, ça nous permet de faire des choses fondamentales qu'on ne peut pas faire avec d'autres types d'ondes qu'on ne maîtrise pas aussi bien. Et donc, ça nous permet en fait d'avoir des nouvelles idées pour finalement poursuivre ces idées dans des domaines qui sont comme de l'acoustique ou de l'optique. Voilà, donc ça c'est pour mon activité donc, de recherche. Et donc en parallèle, donc, comme je suis professeur à l'ESPCI, évidemment, de tout cet environnement de start-up et de physique un peu fondamentale, évidemment, il y a un lien énorme avec l'activité d'enseignement. Et donc, j'enseigne à l'ESPCI donc l'optique. Donc là aussi, on a un partenariat fort avec plusieurs startups et effectivement, et aussi évidemment des grands groupes. Et ce qui permet donc aux élèves de passer ensuite pour leur stage ou d'avoir directement lors de l'enseignement des liens avec les entreprises actuelles à la pointe actuellement en optique. Donc ça, c'est vraiment intéressant. D'autre part, c'est la deuxième partie de mon propos, c'est sur les PSE. Donc, je suis en charge de la coordination de projets scientifiques en équipe. C'est un module qui a été monté il y a quelques années à l'ESPCI, qui est là aussi très original, dont le but est en fait de monter donc des projets expérimentaux, mais à partir, on va dire, comme on dit en anglais, from scratch, c'est-à-dire que il n'y a pas déjà une manip qui est une expérience qui est sur la table, mais il faut vraiment monter quelque chose de nouveau. Et donc, à partir d'un sujet qui peut être plus ou moins serré, c'est-à-dire à la base d'un article ou un phénomène qu'on a observé, on va monter une expérience que ni les élèves n'ont montée, bien sûr, mais ni l'équipe enseignante ne connaît. C'est l'opposé, en fait, d'une approche qui serait TP, on va dire, où normalement on connaît le résultat, on sait ce qui va se passer, et c'est vraiment une approche par la recherche. Et alors ça a des conséquences immédiates, enfin, peut-être que les élèves ne soupçonnent pas au début, mais la conséquence, c'est qu'on va découvrir des choses. C'est-à-dire que même en faisant des activités toutes simples qu'on pense de tous les jours, des montages assez simples, en fait, on découvre des choses nouvelles. Alors, comment ça se déroule? Ça se déroule sur un an. Il y a à peu près 30-40 séances d'une demi-journée. Et vraiment, donc les élèves en groupe de 2 ou 3, plus souvent, vont faire leur projet et vont en faire. En fait, un des résultats de ce projet, c'est une vidéo que vous pouvez regarder. Donc, les projets de l'ESPCI, vous pouvez les voir sur le site de l'ESPCI. Donc, c'est avec un stage PSE à la fin du site, ou bien si vous cherchez PSE dans le site de l'ESPCI, vous pouvez trouver donc les vidéos des promotions des années précédentes. Et donc, ça fait une trentaine, donc comme toute la promo participe, et qu'il y a une centaine d'élèves à peu près, on est à 30 projets par an. Et ces projets sont donc soit de la physique, soit de la chimie, soit de la bio, soit interdisciplinaires. Et on fait absolument tous les types de projets. Alors, il y en a qui sont très appliqués. Ça veut dire, par exemple, fabriquer un nouveau type d'éolienne. Ça peut être regarder de la biomasse à partir d'algues et comment on peut récupérer de l'énergie par ce moyen-là. Ça peut être des projets qui sont en association avec des entreprises, par exemple en chimie, des super absorbants. Donc, les super absorbants, c'est des systèmes qui captent l'eau. Et donc, aujourd'hui, les super absorbants qui sont utilisés sont généralement pas très compatibles avec l'environnement. Et donc, une sorte de chimie verte, on a développé des super absorbants à base d'une chimie verte. Et ça aboutit alors, à des articles de recherche directement.
ça aboutit aussi à des brevets. On a déjà posé des brevets avec des élèves. Et donc des brevets, par exemple, sur un phénomène qu'on appelle de la caléfaction, que vous connaissez sûrement, c'est quand on met une goutte sur une plaque chaude, elle se met à glisser. Et un peu comme si elle était… En fait, elle repose sur une couche de gaz. Et donc, ce que nous avons développé avec les élèves, c'est d'utiliser ce phénomène pour en fait transporter sans frottement des solides. Et donc, on peut en fait déplacer des solides sur une couche de gaz de la même manière. Et donc, on a posé un brevet et on a publié un article avec les élèves sur ce sujet. Donc, les sujets sont très, très divers. Et les choix de ces sujets, alors je ne vous ai pas parlé de comment on choisissait les sujets. Donc, il y a des propositions des enseignants de l'ESPCI, mais aussi de personnes extérieures, des élèves eux-mêmes. Des fois, il y en a qui veulent continuer, ils ont fait des TIPE ou qui étaient particulièrement intéressants. Donc, on avait une année, on avait un sujet avec une araignée. Donc, on avait une araignée qui venait du Muséum d'histoire naturelle qui nous avait donné pour regarder les propriétés des fils. Donc, il fallait traire l'araignée ou des choses comme ça. Donc, vraiment, les sujets sont complètement divers. Voilà. Et donc, ces sujets sont choisis par les élèves qui se mettent en groupe comme ils veulent. Et vraiment, à la fin, comme vous pouvez le voir sur les vidéos, les résultats sont vraiment magnifiques. Donc voilà, ça c'était pour la présentation des PSE. Voilà, je crois que j'ai à peu près terminé sur ces deux aspects. Et en fait, ce qui est très important, c'est que cette formation par la recherche, voilà, elle est vraiment directement liée en fait à l'environnement de recherche qu'il y a dans les instituts associés à l'ESPCI. Et donc, tous les enseignants, pratiquement, ont une activité de recherche importante au sein de ces instituts et donc font des liens entre l'industrie, la recherche dans les instituts et l'enseignement. Et donc, il y a une continuité totale entre ces composantes-là. Voilà, donc je laisse la parole à Costantino, peut-être. Oui, merci Emmanuel. Merci à tous pour vos présentations. Donc, je me tourne maintenant vers ceux qui ont assisté. Vous avez peut-être des questions à poser. Je me rends compte que j'ai oublié de me présenter. Moi, je suis Costantino Créton, le directeur de la recherche de l'ESPCI. Donc, dans le public, vous pouvez poser vos questions soit par le chat, soit simplement ouvrez votre micro et posez votre question. Bien sûr, vous pouvez la poser à n'importe lequel des intervenants. Est-ce qu'il y a des questions? Vous êtes curieux sur quelque chose? N'hésitez pas. Donc, ce que je peux dire, moi, c'est que si la situation sanitaire s'améliore, il n'y a aucun problème pour venir voir les PSE et visiter la salle de PSE où Oui. les projets sont montés. Donc, on pourrait espérer que ça va s'améliorer un petit peu. À ce moment-là, il n'y a vraiment aucun problème. Et chaque année, on accueille des élèves qui veulent venir voir. Oui, cette année, la situation, c'est sûr, elle est un peu particulière. On accueille quand même des stagiaires de master actuellement qui font leur stage dans les laboratoires. Les doctorants qui doivent faire des travaux expérimentaux travaillent aussi dans les laboratoires. Donc, on a l'ESPCI étant une petite structure assez flexible, la direction est vraiment en synergie avec les chercheurs, les enseignants-chercheurs, les élèves. On est là pour faciliter les choses et certainement pas pour les bloquer. Peut-être des questions sur, je ne sais pas qui écoute, sur comment entrer, est-ce que vous êtes intéressé par la recherche? Non, aucune. Vous pouvez aussi poser des questions en les tapant sur le Chat. Sur le fil conversation.
Je vais avoir une suggestion. Je comprends qu'il y a une partie des... Attends, donc ça va être diffusé sur YouTube. Il y a probablement des questions qui vont émerger des gens qui vont regarder ça a posteriori. Ce serait peut-être intéressant de leur donner une adresse mail de contact où ils puissent adresser leurs questions et puis ensuite se leur balancer vers les intervenants pertinents. Oui, alors au niveau de l'adresse mail, c'est vrai que je vais voir si je peux. Ça peut tout simplement être communication@espci.fr. D'accord. Donc n'hésitez pas, voilà, Audrey est en train de l'écrire sur le fil conversation, communication@espci.fr et on répondra à toutes vos questions. Mais le chat n'est pas enregistré, hein, donc effectivement, je le répète, communication@espci.fr. Pas de regret, c'est votre. Vous pouvez poser vos questions. Bon, on aura sans doute des questions après coup. Après coup. Très bien. Bah, écoutez, merci à tous d'avoir participé, d'avoir présenté et d'avoir écouté. Et je crois que la prochaine, il y a une activité après, à 11 h sur la vie étudiante à l'ESPCI, toujours dans le cadre de nos journées portes ouvertes virtuelles. Voilà, donc ceux qui sont intéressés, je vous donne rendez-vous à 11 h. Merci à tous, bonne fin de journée. Bonne fin de journée, au revoir. Merci à tous, au revoir. Merci. Merci.